Bienvenue à nouveau dans Detective's Diary, où le brouillard londonien s'épaissit de secrets et où chaque pas discret cache une révélation. L'affaire de ce soir nous entraîne dans un labyrinthe de fausses pistes. Un mystérieux pistolet, l'un des 12, disparaît sans laisser de traces, emportant avec lui le dernier espoir d'empêcher un crime dont on murmure à voix basse. Dans une ville où la confiance s'amenuise comme la brume hivernale, Holmes tourne son regard perçant vers ceux qui parlent avec trop de prudence et ceux qui ne parlent pas du tout. Avant de commencer, rappelez-vous que parfois, le plus petit bruit est l'indice le plus fort. Dites-moi, croyez-vous qu'une arme puisse commettre son crime bien avant d'être utilisée? Si les mystères éveillent votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner et de plonger avec nous dans les profondeurs de l'ombre. Installez-vous confortablement, laissez les réverbères briller faiblement à la lisière de vos pensées, et que le mystère commence. Le tic-tac faible de l'horloge de la cheminée se mêlait au bruissement des pages du journal. Holmes était assis près du feu, une jambe repliée sous lui, ses longs doigts joints sous son menton. Dehors, le soir d'hiver tirait lentement son rideau, et les lampadaires de Baker Street brillaient comme des sentinelles silencieuses. C'était l'une de ces rares soirées où le silence lui-même semblait se complaire à s'attarder. Je venais de remarquer le plaisir singulier d'un tel calme domestique lorsqu'un cliquetis métallique aigu le rompit. Un coup, puis deux autres, sur la vitre. Holmes ne bougea pas. « Ce n'est pas la pluie, » murmura-t-il. « C'est trop délibéré. » Avant que je puisse traverser la pièce, un petit objet frappa à nouveau la vitre. J'ouvris la fenêtre et une fine enveloppe vint se poser sur le tapis. Il n'y avait personne en bas, seulement l'écho d'une voiture qui s'éloignait. Holmes prit l'enveloppe entre le pouce et l'index, examina la légère tache sur le coin et sourit faiblement. « Remarquez la suie, » dit-il. « Elle provient d'un taxi dont les phares ont été éteints récemment. Elle a été livrée en secret. Watson, si vous voulez bien. » Je brisai le sceau. À l'intérieur se trouvait un télégramme plié, mais l'espace réservé à l'adresse était vide. Une seule ligne avait été tapée. Le 12e coup de pistolet n'a jamais été tiré. Holmes haussa légèrement les sourcils. « Ah, c'est très curieux. » Le tic-tac de l'horloge reprit le dessus tandis que nous fixions ces mots énigmatiques. « Qu'en pensez-vous, Holmes ?»« Rien, pour l'instant. Mais la formulation suggère une série. Un régiment, peut-être, ou une cérémonie. » Il retourna le billet et en examina le bord. « Et ça, vous voyez, une petite déchirure, arrachée à la hâte d'un message plus long. Nous n'avons reçu qu'un fragment. » Il se pencha vers la lueur du feu, ses yeux brillants d'un intérêt qui annonçait toujours le début d'une chasse. « Allez chercher mon chapeau, Watson. Mais vous n'avez pas d'adresse, pas de signature, aucun indice. C'est précisément pour cela que nous devons sortir. L'expéditeur a voulu rester discret. Par conséquent, la vérité ne nous sera pas révélée de son plein gré. » Il se leva. La chaise, qui grinça légèrement sous son poids, fut la première note d'un motif récurrent. Ce léger craquement de bois qui nous suivrait tout au long de l'affaire, comme un rappel discret que la raison elle-même a du poids. Quelques instants plus tard, nous étions dans la rue, notre souffle se mêlant au brouillard. Les lampes à gaz bourdonnaient faiblement. Le son d'une cloche lointaine provenait d'une église invisible. « Holmes, commençai-je, cela pourrait sûrement être une plaisanterie. » Il secoua la tête. « Les plaisanteries ont rarement un air de dissimulation. Observez la qualité du papier, ce n'est pas du papier de bureau télégraphique. Cela a été envoyé par une ligne privée ou un relais trafiqué. Mon hypothèse, un bureau national ayant des liens avec l'armée. Nous commencerons à Charing Cross, où le ministère de la Guerre achemine ses télégrammes codés. Nous avons hélé un taxi. Alors que les roues cliquetaient, le même grincement subtil sous nos pieds faisait écho à celui de la chaise de Baker Street. Le regard de Holmes suivait le rythme.
Remarquez le motif, Watson. 1, puis 2, puis silence. Il se répète. Je souris malgré moi. Vous voulez dire que même le taxi donne des indices? Tout parle si l'on écoute. À Charing Cross, le réceptionniste de nuit connaissait Holmes de vue. « Bonsoir, monsieur. Encore un télégramme tardif ?»« En effet, » répondit Holmes d'un ton suave. « Un télégramme particulier. Pourrais-je vous demander de jeter un œil à ce document ?» Le réceptionniste l'examina et fronça les sourcils. « Ce n'est pas l'un des nôtres, monsieur Holmes. L'alignement est incorrect. Regardez, l'espacement des tirets est uniforme. Celui-ci semble avoir été aligné à la main. Il pourrait provenir d'une ancienne unité de terrain, monsieur. Un télégraphe militaire? C'est possible. Nous avons réutilisé d'anciens équipements militaires pour les lignes civiles, mais celui-ci, dit-il en tapotant le bord, est d'avant-guerre. On en trouve dans les bureaux des régiments ou dans les musées. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Les musées, Watson. Voilà notre deuxième piste. » Nous retournâmes dans la rue. Le brouillard s'enroulait comme une fumée lente. Quelque part, une porte de voiture claqua. Holmes s'arrêta net, tous ses sens en alerte. « Vous avez entendu ça ?» Une porte de voiture, rien de plus. Écoutez encore. L'écho se fit entendre une nouvelle fois, mais accompagné d'un léger clic métallique, comme celui d'une gâchette qu'on relâche. Holmes m'entraîna rapidement dans l'embrasure d'une tabaquerie fermée. Une silhouette se déplaçait dans la brume, grande, mince, portant un paquet enveloppé dans du papier brun. Alors qu'il passait sous le réverbère, Holmes murmura « Un soldat, à sa démarche et à son port. Remarquez qu'il boite de la jambe gauche. Et le papier, il a exactement la forme d'un étui à pistolet. » Avant que je puisse répondre, l'homme tourna au coin de la rue et disparut dans le brouillard. Holmes expira. Nous sommes attirés, Watson, pas simplement convoqués. Quelqu'un joue un jeu plus profond. Il s'avança à nouveau, la voix basse mais tranchante de certitude. Demain matin, vous m'accompagnerez au Royal Ordnance Museum. J'ai le sentiment que le 12e pistolet de leur exposition sur la Crimée n'est peut-être pas tout à fait ce que le catalogue déclare. Le grincement revint, cette fois provenant d'une charrette qui passait, comme si la ville elle-même reconnaissait le poids de ses paroles. Holmes releva son col pour se protéger du vent. Notre visiteur a posé son énigme. Nous verrons, à la lumière du jour, si le coup manquant n'a jamais été tiré ou s'il n'a jamais été retrouvé. Le son lointain d'une cloche marqua la fin du rythme. 1, 2, silence. Venez, Watson, le jeu commence. Holmes marchait devant moi, l'ourlet de son manteau flottant à chaque pas, tandis que je luttais pour suivre son rythme dans le brouillard qui s'éclaircissait. Il était tendu, ses pas étaient peu réguliers, son silence délibéré. Le faible grincement d'une roue de charrette qui passait résonna une fois de plus. Ce même son récurrent, faible mais persistant, comme si Londres elle-même écoutait. Lorsque nous arrivâmes à Baker Street, Holmes jeta son chapeau sur le porte-chapeau et s'effondra dans son fauteuil, les doigts joints sous le menton. « Le 12e pistolet, Watson », murmura-t-il. Le nombre implique un ordre, un ensemble, une cérémonie ou une séquence, et le fait qu'il n'ait jamais été utilisé suggère une attente non satisfaite. Nous ne sommes pas face à une simple arme, mais à une action manquante. Il se tourna soudain vers moi. « Passez-moi les volumes d'index du Times de janvier à mars de l'année dernière. » J'obéis. En quelques minutes, ses yeux perçants parcouraient les colonnes en petits caractères, tournant les pages avec la rapidité d'un tricheur. Ah, voilà. Le Royal Ordnance Museum commémore le centenaire des Northshire Volunteers. Exposition de 12 pistolets de cérémonie, chacun lié à un officier notable. Observez la date. Février dernier. Il tapota 2 fois la colonne.
Maintenant, si le musée a conservé les 12, on peut s'attendre à ce qu'ils figurent dans leur catalogue. Mais si l'un d'entre eux a été retiré, physiquement ou cérémoniellement, nous avons la raison de notre télégramme. Vous pensez que le message vient du personnel du musée, soit de l'intérieur, soit de quelqu'un qui y avait autrefois accès et qui trouve désormais cet accès périlleux. Il se leva avec une animation soudaine. « Watson, nous prenons notre petit déjeuner tôt. À 10 heures, le musée de l'artillerie ouvre ses portes. Nous serons ses premiers visiteurs. » La chaise grinça lorsqu'il se leva. Le son, doux mais délibéré, marquant la fin des spéculations nocturnes et le début de l'enquête. En milieu de matinée, le brouillard s'était dissipé pour laisser place à une brume pâle. Nous arrivâmes au musée, une structure grise dont la façade semblait sculptée dans la poussière même de l'histoire. À l'intérieur, le silence était presque ecclésiastique. Des rangées de vitrines s'étendaient en une formation solennelle. Le tic-tac faible d'une horloge lointaine résonnait dans les galeries. Un gardien en uniforme s'approcha, ses bottes tapant régulièrement sur le sol en marbre. « Puis-je vous aider, messieurs ?» Holmes acquiesça courtoisement. « Monsieur Sherlock Holmes, détective consultant, nous souhaitons examiner l'exposition des pistolets Northshire, uniquement dans le cadre d'une enquête privée. » Les yeux de l'homme brillèrent de reconnaissance, puis d'inquiétude. « Ah, oui, monsieur. Les pistolets. Veuillez me suivre. » Il nous conduisit vers une longue vitrine en acajou doublée de velours. À l'intérieur, 11 pistolets brillaient sous le verre, chacun accompagné d'une petite plaque en laiton. Le regard de Holmes les parcourut avec une précision chirurgicale. Seulement 11. Et le 12e? L'hésitation du gardien fut infime, mais Holmes la remarqua. « Ah, celui-là, monsieur, a été retiré. Pour une petite restauration, je crois. » Holmes se pencha pour lire une étiquette qui avait été retirée, laissant une légère ombre rectangulaire sur le velours. « Retiré par qui ? » ?»« Sur ordre du conservateur, monsieur. Monsieur Willoughby. Est-il là aujourd'hui ?» La voix du gardien s'adoucit. « Pas depuis mardi, monsieur. La police était là ce matin-là. » Je sentis un frisson me parcourir. « La police ? » ?»« Oui, docteur. Il y a eu, disons, un accident. Monsieur Willoughby a été retrouvé tôt ce jour-là dans l'atelier du sous-sol. Un accident avec une lampe de restauration, ont-ils dit. Un incendie électrique. Le 12e pistolet a apparemment été perdu. » Les yeux de Holmes étaient devenus très calmes. « Perdu ?» répéta-t-il. « C'est ce qu'on dit, monsieur. Mais entre nous, la mallette était fermée à clé et scellée. Aucun d'entre nous ne peut imaginer comment le feu l'a atteinte. » Holmes se redressa. « Votre honnêteté vous honore. Puis-je voir l'atelier ? » « Je ne suis pas sûr que... » « Allons, mon cher ami, » intervint gentiment Holmes. « La vérité est plus sûre lorsqu'elle est exposée à la lumière du jour. » L'employé finit par céder. Nous le suivîmes dans un étroit escalier en fer. Chaque marche émettait un léger grincement métallique. Un écho familier à celui de la chaise de Baker Street, le même fil sonore, tendu. Le sous-sol sentait l'huile et la vieille fumée. Un banc brûlé était adossé au mur, une lampe en laiton brisée, posée dessus. Holmes s'agenouilla et passa son doigt, ganté, sur le bois noirci. « Vous voyez ces résidus, Watson ? Du chlorate de potassium. Ce n'est pas une simple brûlure de mèche de lampe, ce sont des résidus d'armes à feu. Le pistolet a été déchargé ici. » Mais le message disait qu'il n'avait jamais été utilisé. Le regard de Holmes s'aiguisa. En effet, ce qui signifie que soit l'auteur a menti, soit le pistolet s'est déclenché accidentellement. Il se pencha sous le banc et en sortit un petit fragment métallique, courbé, terni, qui faisait sans aucun doute partie d'un pontet. Remarquez la courbure vers l'intérieur. Quelqu'un a forcé ce mécanisme après le tir. Il a été altéré post factum.
Le gardien avait l'air consterné. « Mon Dieu, vous voulez dire que le 12e pistolet a été utilisé ici et que quelqu'un a cherché à dissimuler ce fait. Dites-moi, ce Willoughby avait-il des ennemis? » « Aucun, monsieur. Il était doux, calme, dévoué à son travail. Il vivait seul à Russell Square. » Holmes se leva, l'air grave. « Alors nous devons voir cette chambre avant qu'un autre pistolet ne parle. » Nous quittâmes rapidement le musée. Dehors, le bruit de la ville s'amplifiait, mais sous ce vacarme, j'entendis à nouveau ce grincement familier, provenant cette fois de la porte qui se refermait derrière nous. Holmes le remarqua également. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Vous l'entendez, Watson ?»« Oui, ce bruit semble nous suivre. »« Exactement. Et si un son persiste alors que tous les autres s'estompent, ce n'est pas un écho, c'est une poursuite. » Nous marchâmes d'un pas vif vers le taxi qui nous attendait. Alors que je me retournais pour jeter un coup d'œil, une silhouette se détacha de l'ombre du musée. La même silhouette élancée que nous avions vue dans le brouillard la nuit précédente. Elle s'arrêta au coin de la rue, la main posée dans son manteau comme sur un étui. Puis, sans un mot, elle disparut dans le flot des passants. Holmes fit signe au chauffeur. « Russell Square, et vite !» Alors que les roues commençaient à grincer rythmiquement sur les pavés, Holmes se pencha en avant, la voix tendue. « Je crains que ce matin, nous ne soyons pas les chasseurs, mais les proies. Celui qui a envoyé ce télégramme ne nous avertit pas d'un danger, Watson. Il nous y attire. » Le taxi fit une embardée soudaine, le métal grinçant sous son châssis, le motif montant d'un ton dans la tension. Holmes agrippa le rebord de la fenêtre, les yeux brillants. « Vous voyez, mon cher ami, le 12e coup de feu a été tiré. La question est maintenant de savoir qui a appuyé sur la gâchette et sur qui. » Le taxi tourna brusquement et, quelque part derrière, nous, une porte claqua comme l'écho d'un coup de feu. L'écho de cette porte claquée résonnait encore dans mes oreilles, alors que notre taxi filait vers Russell Square. Holmes se pencha à moitié par la fenêtre, observant la rue derrière nous. « Plus vite, cocher !» lança-t-il en jetant une pièce vers l'avant. Le cheval tendit les membres. Les roues émirent un long grincement plaintif qui semblait crier le rythme de la poursuite. « Holmes, dis-je, vous pensez que nous sommes suivis? La croyance, Watson, est le refuge de l'incertitude. Je préfère la déduction. » Il désigna la vitre embuée. « Là, l'ombre qui garde une distance de 20 pas. Observez comment elle s'arrête quand nous nous arrêtons. Ce n'est pas une coïncidence, mon cher ami. » Je jetai un coup d'œil et aperçus la même silhouette élancée, son manteau effleurant la lumière du réverbère, ses pas longs et mesurés. Même à travers la brume mouvante, je pouvais sentir la tension qui nous liait à lui. La voix de Holmes se réduisit à un murmure. Il n'agira pas maintenant, pas tant que nous sommes en mouvement. Mais une fois que nous nous serons arrêtés. Il laissa sa phrase en suspens. Le reste était laissé à l'imagination. En quelques minutes, nous arrivâmes à Russell Square. Holmes descendit le premier, les yeux scrutant la rue. « Aucun signe de notre ami, » murmura-t-il. « Bien, cela signifie qu'il est déjà là où nous allons. » Nous montâmes les marches de pierre menant au logement du défunt conservateur, une modeste terrasse dont les balustrades étaient recouvertes de lierre. Holmes sortit sa carte et la tendit à la propriétaire qui nous ouvrit la porte. « Les chambres de M. Willoughby ?» Son visage se crispa. « Vous n'y trouverez pas grand-chose, monsieur. La police a emporté la plupart de ses affaires. » Pauvre homme, c'était quelqu'un de si calme. Recevait-il souvent des visiteurs? Presque jamais. Mais il y a 3 nuits, j'ai entendu des voix. Un homme avec un accent étranger. Il semblait militaire, si vous me permettez cette expression. Holmes échangea un regard avec moi. « Vous êtes certaine de cet accent ?»
Certainement, monsieur. Des airs durs, comme un soldat aboyant des ordres. Merci. Nous allons jeter un œil. Elle déverrouilla la porte. Les gonds émirent un grincement sec. Une autre variation de ce même son, ce faible soupir mécanique qui nous avait suivis depuis Baker Street jusqu'ici. Holmes le remarqua d'un regard furtif. À l'intérieur, la pièce était petite, mais méticuleusement entretenue. Un seul bureau se trouvait près de la fenêtre, couvert de papiers éparpillés. Holmes se déplaçait comme un chien de chasse suivant une piste, ne touchant rien, mais absorbant tout. Watson, observez l'espacement de ses empreintes sur le tapis. Il y en a 2 séries, l'une plus légère, l'autre plus lourde. La plus lourde s'arrête au bureau, mais la plus légère revient vers la porte. L'intrus est resté debout, tandis que Willoughby était assis. Une conversation, peut-être une dispute. Il se pencha et ramassa un bout de papier froissé sous le pied de la chaise. Ah! Un formulaire de télégramme. Je me penchai pour mieux voir. Seuls quelques mots étaient encore lisibles. Pas tiré. Gardez le silence. Danger si divulgué. Le ton de Holmes se fit plus vif. La même phrase. Pas tiré. Cela confirme que l'expéditeur était Willoughby lui-même. Le message que nous avons reçu était le fragment qu'il n'avait jamais terminé. Il tapota le bord déchiré. Cette moitié a été envoyée, l'autre est restée. Cela signifie que notre poursuivant de ce soir a soit trouvé cela avant la police, soit est venu le chercher après. Un léger craquement l'interrompit, provenant non pas du plancher, mais du couloir à l'extérieur. Holmes leva la main en signe d'avertissement. Il se dirigea silencieusement vers la porte et l'entr'ouvrit. Le couloir était sombre. Une silhouette passa devant la fenêtre de l'escalier, laissant entrevoir le reflet métallique d'un objet. « Restez ici », murmura Holmes. Puis il disparut, se déplaçant comme une ombre parmi les ombres. J'attendis, le tic-tac de l'horloge de la cheminée résonnant bien plus fort qu'il n'aurait dû. Puis vint le bruit sourd d'une lutte en bas. Je me précipitai dehors, revolver à la main. 2 silhouettes se battaient près de la porte. Holmes était aux prises avec un homme vêtu d'un manteau sombre. L'inconnu se libéra, le frappa à l'épaule et s'enfuit sur la place. Holmes se redressa aussitôt. « À lui !» Nous nous précipitâmes dans la nuit. La poursuite fut de courte durée. La boiterie de l'homme le trahit. Holmes attrapa sa manche près de la balustrade et lui arracha son manteau. La lumière du réverbère révéla un homme mince, au visage anguleux, avec une cicatrice qui tirait un coin de sa bouche en un rictus permanent. « Votre nom » demanda Holmes. L'homme répondit entre ses dents serrées, « Capitaine Mirko Danilov, ancien membre du corps balkanique. »« Lâchez-moi » Le ton de Holmes se durcit. « Votre accent, capitaine, vous aurait trahi même sans le témoignage de la propriétaire. Vous avez rendu visite à Willoughby il y a 3 nuits. » La cicatrice se contracta. « Il m'a convoqué. Dans quel but ? Pour me vendre quelque chose qu'il ne souhaitait plus garder, une relique de guerre, un pistolet qui appartenait autrefois à mon commandant. C'était l'un des 12 trophées capturés. Je l'ai payé. Mais quand je suis revenu pour le récupérer, cet idiot était mort et l'affaire classée. Vous comprenez ma situation. » Holmes plissa les yeux. « Le pistolet a été utilisé. » Danilov tressaillit. « Vous le savez donc, je le déduis. Les résidus, les traces de brûlure. » Le capitaine détourna rapidement le regard. Il l'a tiré lui-même pour le tester. La charge a mal fonctionné et l'a tué. Holmes secoua la tête. Non. La brûlure était trop précise. Le mécanisme a été forcé après le tir. Il a été assassiné. Et vous avez été vu près de la scène du crime. La voix de Danilov se brisa dans un accès de rage soudaine. Alors trouvez qui y a gagné. Ce n'était pas moi. Cette arme renferme un secret que vous ne pouvez imaginer.
Le ton de Holmes s'adoucit, presque compatissant. « Alors éclairez-nous. » Mais l'homme se dégagea juste assez pour sortir un petit objet de sa poche, un fragment de papier. Le 12e pistolet cache une carte à l'intérieur, gravée dans le canon. Des coordonnées. Un trésor enterré après le siège de Crimée. Je suis venu pour ça, pas pour sa mort. Avant que Holmes n'ait pu répondre, l'homme se tordit violemment, projetant le fragment en l'air. Il se dispersa comme des cendres à la lumière du lampadaire, et d'un bond désespéré, il franchit la balustrade. Nous entendîmes le grincement du métal qui cédait, la dernière note de notre motif de poursuite, puis le fracas de sa chute dans la cour du sous-sol en contrebas. Holmes et moi nous penchâmes. L'homme gisait immobile parmi les caisses brisées. « Il est vivant ?» murmura Holmes en vérifiant son pouls. « À peine. Allez chercher un policier. » Je m'empressais de partir. Lorsque je revins quelques instants plus tard, Holmes regardait le morceau déchiré qui était tombé sur le trottoir, le seul fragment de la confession de Danilov qui n'avait pas été dispersé. Il portait 3 chiffres faiblement gravés et une petite croix délibérée. Il me le tendit. « Watson, retenez bien ceci, le 12e pistolet n'était pas simplement inutilisé, il était inachevé. Quelqu'un a gravé cette carte, et Willoughby est mort pour l'avoir découverte. » Le sifflet du policier retentit. Quelque part, une porte s'ouvrit en grinçant, dans un mouvement de surprise. Holmes glissa le fragment dans sa poche. Il y en a un autre qui connaît cette fortune, un autre qui la convoite plus discrètement. Et nous, mon cher ami, nous sommes sur le point de le rencontrer plus tôt que prévu. Le vent tourna, apportant un bruit métallique creux provenant du musée, comme une détente actionnée, une fois de plus. Le bruit métallique résonna à travers la place, faible mais délibéré, un son qui n'appartenait pas à la nuit. Les yeux de Holmes se tournèrent vers le musée. Ce n'était pas une résonance fortuite, Watson, de l'acier contre de l'acier. La porte de l'ordnance. Il se tourna brusquement vers le policier toujours accroupi près du capitaine tombé à terre. Veillez à ce que cet homme soit transporté en toute sécurité à l'hôpital et gardé sous surveillance. Dites à l'inspecteur Gregson que M. Sherlock Holmes se présentera à l'aube. Sans un mot de plus, il s'éloigna à grands pas. Je le suivis, l'écho de nos bottes se mêlant au grincement rythmique de la balustrade en fer que nous longions, le même motif insistant qui avait accompagné chaque étape de cette étrange poursuite. Le musée semblait désormais plus sombre, sa grande façade fermée et silencieuse. Holmes s'arrêta devant la grille en fer forgé. « Vous sentez cette odeur, Watson ?»« De l'huile, » répondis-je. « Fraîchement appliquée. »« Exactement. Les gonds ont été desserrés il y a moins d'1 heure. Quelqu'un d'autre chasse notre trésor cette nuit. » Il sortit de sa poche un instrument étroit, une fine clé de sa propre fabrication. En quelques instants, la serrure céda et nous nous glissâmes à l'intérieur. Le hall de marbre s'étendait devant nous, éclairé par la lueur fantomatique de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Chaque bruit était amplifié. Le léger craquement des planches, le bruissement de nos manteaux, et, provenant d'un couloir lointain, un grincement rythmique et sourd, comme si une porte invisible se balançait dans un sommeil agité. Holmes s'arrêta. « Notre proie est ici. » Nous nous dirigeâmes vers la galerie Northshire. Les vitrines scintillaient faiblement. Lorsque nous arrivâmes devant l'étalage des pistolets, Holmes leva sa lampe et s'arrêta net. La doublure en velours était vide. « La vitrine a été ouverte, » murmurai-je. Holmes désigna la vitrine. « Et refermée. Observez la légère empreinte le long du laiton. Quelqu'un qui avait la bonne clé, ou son double, a retiré le pistolet il y a quelques minutes à peine. » Un pas résonna derrière nous. Nous nous retournâmes ensemble. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, le chapeau bas, le col de son manteau relevé. Son visage restait dans l'ombre,
mais sa voix était aiguë et froide. « Éloignez-vous de la vitrine, monsieur Holmes. »« Ah, dit Holmes d'un ton neutre. Je présume donc que vous êtes le gardien de nuit du musée, bien que votre arme suggère un intérêt plus personnel. » Le revolver de l'inconnu brillait faiblement. « Appelez cela de la prudence professionnelle. J'ai été envoyé pour récupérer un objet qui n'aurait jamais dû quitter ce bâtiment. » Par qui? L'hésitation de l'homme le trahit. Vous ne comprendriez pas. Certaines reliques ne sont pas destinées à être exposées au public. Holmes esquissa un sourire. Vous servez donc les intérêts du gouvernement, le ministère de la guerre, peut-être, ou l'un de ses cousins plus discrets. Le pistolet cache une carte, n'est-ce pas? Une carte gravée sur ordre de vos supérieurs il y a une génération et oubliée, jusqu'à ce que la curiosité du pauvre Willoughby vienne troubler le sommeil de votre département. La main de l'homme se crispa. « Vous en savez trop. »« Au contraire, » répondit Holmes en s'approchant. « J'en sais trop peu. Par exemple, pourquoi vous avez attendu ce soir pour agir, et pourquoi vous n'avez envoyé aucun télégramme lorsque votre secret a été compromis pour la première fois. Je n'ai envoyé aucun message. »« Exactement, » dit doucement Holmes, ce qui signifie qu'un autre membre de votre cercle a craint votre silence et a pris l'initiative d'intervenir. Un subordonné peut-être, ou un rival. Les yeux de l'homme clignèrent. Vous pensez qu'il s'agit d'un jeu d'intrigue, mais vous vous immiscez dans les affaires de l'Empire. Holmes inclina la tête. L'Empire, oui, mais aussi la conscience. Vous avez tué Willoughby. C'est cet idiot qui a tiré avec le pistolet. Le ton de Holmes se fit plus vif. Non. Vous l'avez déchargé pour détruire la carte, puis vous avez mis en scène l'accident. Vous avez oublié les résidus de potassium, la gâchette déformée, les détails qui ne brûlent pas. L'homme serra les mâchoires. Et si c'était le cas, alors vous avez troqué le secret contre un meurtre. Un mauvais échange. Pendant un long moment, le seul bruit était ce faible grincement récurrent, provenant maintenant de la porte de la galerie derrière lui, comme si le bâtiment lui-même désapprouvait. Le regard de Holmes passa rapidement par-dessus l'épaule de l'homme. Je suivis son regard et aperçus un mouvement, la silhouette d'une autre personne dans l'ombre. « Watson !» murmura Holmes. « Baissez-vous. » Je me baissai instinctivement. Le coup de feu brisa la vitrine à côté de nous. Le gardien se retourna brusquement, tirant à l'aveuglette dans l'obscurité. Un autre coup de feu répondit. Et il tomba, son revolver tombant bruyamment sur le marbre. Holmes se précipita en avant, arrachant l'arme de sa main molle. « Vous êtes indemne, Watson ?»« Tout à fait. » Nous nous sommes tournés vers la porte de la galerie. La deuxième silhouette avait disparu, ne laissant que l'écho de pas qui s'éloignaient et ce même grincement inquiétant qui s'affaiblissait à chaque battement. Holmes s'est penché sur l'homme blessé. La balle l'avait touché à l'épaule. « Il survivra !» a-t-il dit sèchement. « Bandez-lui ça, Watson. » Pendant que je m'affairais, Holmes récupéra la plaque de verrouillage de l'étui du pistolet. Forcé à nouveau, et à la hâte. Notre tireur caché n'avait pas de clé, mais il a trouvé le moyen d'entrer. Quelqu'un qui connaît le musée, mais pas ses secrets. Il se leva et scruta la galerie. Regardez ici, des empreintes dans la poussière. Une chaussure de femme, petite, à talons carrés. Un motif incurvé, à la mode, pas fonctionnel. Une femme? En effet. Et une femme assez audacieuse pour tirer sur un agent du gouvernement. Venez, Watson, la poursuite n'est pas encore terminée. Nous quittâmes la galerie, suivant la ligne effacée des empreintes vers la porte de la cour. Holmes s'arrêta sur le seuil, à l'écoute. De la porte extérieure venait le faible grincement des gonds, ce motif sonore familier, le battement de cœur de la ville en acier. « Elle s'échappe », murmura-t-il. Nous précipitâmes dans la cour. Le clair de lune éclairait le gravier éparpillé, faisant briller quelque chose de métallique près du caniveau.
Holmes se baissa et le ramassa. Une petite plaque en laiton gravée. Capitaine A. Forsham, pistolet 12. Il la retourna dans sa paume. Le nom qui nous manquait. Le 12e officier. Forsham, un héros de Crimée tombé en disgrâce pour avoir volé le butin de la campagne. Son régiment a été dissous, sa fortune a disparu. Il semblerait que même dans le déshonneur, ses reliques conservent leur valeur. Croyez-vous que cette femme ait un lien avec lui? Je crois qu'elle porte son nom ou son fardeau. Le sifflet d'un agent de police retentit quelque part au-delà des murs. Holmes mit la plaque dans sa poche. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps. La machine administrative va lentement traiter ce que nous savons déjà. Nous devons agir tant que le mobile est encore vivant. Alors que nous nous retournions pour partir, un léger clic retentit au-dessus de nous, provenant de la fenêtre supérieure du musée. Holmes se figea. Là, se découpant sur le ciel pâle, se tenait une silhouette élancée tenant quelque chose de long et de brillant. Le 12e pistolet, lui-même. Elle hésita, croisant le regard de Holmes à travers la cour, puis disparut de notre vue. La voix de Holmes était basse, pressante. « Watson, elle a l'intention de terminer ce que Willoughby a commencé. » De l'intérieur, un seul craquement creux résonna dans le couloir. Le bois pliait sous un pas qui n'aurait pas dû être là. Holmes se précipita vers l'escalier, son manteau flottant comme une ombre en mouvement. « Montez, Watson, avant qu'elle ne s'échappe. » Le couloir tremblait sous nos pas. Chaque pas faisait résonner une protestation creuse sous le plancher, ce grincement récurrent qui nous hantait depuis le début de l'affaire, s'accélérant désormais comme un pouls. À mi-chemin, un coup de feu retentit dans la galerie supérieure. Des éclats de verre pleuvaient. « Elle tire pour nous retarder », dit Holmes entre deux foulées. « Pas pour tuer. » Nous atteignîmes le palier et trouvâmes une porte latérale entr'ouverte. Derrière elle, une corde se balançait faiblement et menait à la trappe du toit. Holmes monta le premier, agile comme un chat, et je le suivis. L'air froid nous frappa comme une gifle lorsque nous émergîmes sous la lune. La femme se tenait près du parapet, sa jupe fouettée par le vent, le 12e pistolet brillant dans sa main. Elle se retourna brusquement à l'approche de Holmes, le regard féroce mais sans crainte. « Arrêtez-vous là !» dit-elle. « Faites un pas de plus, et je vous jure que je le jetterai dans la rue. » Le ton de Holmes était calme, presque courtois. « Ce serait dommage, madame. Ce pistolet a déjà subi suffisamment d'humiliation. Vol, falsification et meurtre. » Elle hésita. « Vous connaissez Willoughby ? Je sais qu'il est mort pour une vérité que vous tenez maintenant entre vos mains. Mademoiselle Forsham, je présume. » Ce nom la frappa comme un coup. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Par déduction, » répondit doucement Holmes. « Vous êtes trop jeune pour avoir connu le capitaine Forsham, mais assez âgé pour avoir porté sa honte comme un héritage familial. Vos chaussures, de fabrication militaire, adaptées à un usage civil. Votre élocution, éduquée à l'étranger. Vous n'êtes pas venu ici ce soir pour voler le pistolet, mais pour rétablir la réputation de votre père. » Sa main tremblait. Ce n'était pas un voleur. Ils l'ont traité ainsi pour étouffer le scandale. Ce pistolet le prouve. Le cœur de Watson, cet instrument imperturbable de compassion, s'émeut en moi. Alors vous devez nous laisser vous aider. Mais elle secoua la tête. Personne ne le peut. La carte à l'intérieur de ce tonneau montre où mon père a caché les documents qui pourraient le disculper. Je voulais seulement les prendre avant que d'autres ne les trouvent. Mais maintenant, ils vont me tuer comme ils l'ont tué. Holmes s'approcha, baissant la voix jusqu'à adopter un ton presque paternel. « Mademoiselle Forsham, si vous détruisez le pistolet, vous détruisez votre seule défense. Donnez-le-moi. » Elle jeta un coup d'œil à l'arme, puis à Holmes, le vent décoiffant ses cheveux. « Vous ne pouvez pas les arrêter. Ils ont des hommes à l'intérieur du musée, des hommes qui servent la couronne et le silence.
Les yeux de Holmes brillèrent. Et pourtant, ils ont déjà échoué à faire taire la vérité elle-même. Ce bruit que vous entendez, mademoiselle Forsham, le gémissement de ces poutres, c'est la conscience de la ville, pas votre peur. Elle ne se reposera pas tant que justice n'aura pas été faite. Le vieux parapet en bois grinça sous ses pieds. Plus fort cette fois, comme si la structure elle-même avertissait de son effondrement imminent. Elle sursauta, recula d'un pas, et Holmes réagit rapidement, saisissant son poignet, avant que le pistolet ne lui échappe. « Attention, murmura-t-il. Les toits de Londres ne sont pas tendres avec ceux qui hésitent entre la culpabilité et le chagrin. » Elle s'affaissa contre lui, tremblante. « Vous pensez que je voulais faire du mal, mais je voulais seulement connaître la vérité sur mon père. »« Je vous crois, » dit Holmes doucement, « et je crois que l'homme qui a tiré avec ce pistolet cherchait à enterrer cette vérité. Venez, nous devons partir avant que ses complices ne reviennent. » Nous descendîmes ensemble, Holmes soutenant son bras. Le bâtiment semblait vivant, avec ses murmures et ses poutres qui craquaient. Chaque grincement faisait écho à nos pas, comme si les murs eux-mêmes comptaient nos pas. Au niveau de la galerie, Holmes s'arrêta, les yeux plissés. La lumière du couloir clignotait. « Il y a quelqu'un ici. » Un léger cliquetis métallique lui répondit, délibéré, rythmé, comme le tic-tac d'une montre sur du marbre. Puis une voix s'éleva de l'ombre. « Impressionnant, monsieur Holmes. Vous découvrez la vérité même lorsqu'il vaut mieux l'oublier. » Derrière une colonne apparut un homme vêtu d'un manteau militaire sombre, âgé, corpulent, avec une allure autoritaire. Sa main gauche reposait sur une canne polie à pommeau en laiton. « Colonel Miles Fortescue » dit Holmes instantanément. Retraité de l'artillerie, désormais attaché au bureau du renseignement, comme c'est approprié. Le sourire du colonel était froid. « Vous connaissez mon nom, alors vous savez qu'il vaut mieux partir. » Holmes resta immobile. « Vous étiez le supérieur de Willoughby, n'est-ce pas? Il a découvert votre faux rapport dans les archives de Crimée. La carte gravée dans ce pistolet était votre œuvre, un butin privé que vous avez dissimulé sous un prétexte patriotique. » Le visage de l'homme se durcit. Cette carte était une question de sécurité. C'était une question de cupidité, corrigea Holmes. Lorsque Willoughby a menacé de tout révéler, vous l'avez réduit au silence. Maintenant, vous envoyez des agents récupérer ce que votre conscience a égaré. La canne du colonel claqua une fois sur le sol, produisant un son sec et creux qui rejoignit notre motif récurrent avec une finalité effrayante. Je sers la nation, pas les sentiments. Remettez-moi la jeune fille, et l'arme. Les yeux de Holmes brûlaient. Vous vous trompez, monsieur. Je sers la vérité, et celle-ci exige que les deux restent en vie. Pendant un instant, les deux hommes se regardèrent, le prédateur et le protecteur en équilibre sur le fil du rasoir de la raison. Puis la main de Fortescue glissa vers son manteau. Holmes réagit le premier. D'un seul mouvement, il repoussa la canne, qui roula sur le sol dans un cliquetis métallique qui semblait faire écho au bruit des 12 pistolets tirant à l'unisson. Je m'avançai pour protéger mademoiselle Forsham, tandis que Fortescue trébuchait en arrière, le visage déformé par la rage. « Vous allez ruiner plus que vous-même, Holmes, » cracha-t-il. « Cela dépasse votre compétence, cela dépasse la loi. » « C'est précisément pour cela que la loi doit en être informée, » répondit Holmes. « Watson, le revolver. » Je le sortis, couvrant le colonel. Holmes récupéra le pistolet tombé des mains de mademoiselle Forsham. « Je pense, Watson, dit-il, que nous avons maintenant suffisamment de preuves pour réveiller Scotland Yard de son sommeil. » Fortescue ricana. « Vous pensez qu'ils croiront sa parole plutôt que la mienne. »« Pas sa parole, » dit Holmes calmement, « mais celle de son père. Gravée sur ce canon se trouve la carte qui mènera à votre perte. » À cet instant, le plafond au-dessus de nous émit un long craquement. De la poussière tomba des poutres. Holmes se retourna brusquement.
Ils ont affaibli les supports. Vite, vers les escaliers. » Nous courûmes. Derrière nous, un effondrement tonitruant se produisit, accompagné d'éclats de bois et de verre brisés. Le bruit s'amplifia, ce craquement effroyable et prolongé se transformant en un rugissement qui couvrit tous les autres bruits. Holmes tira mademoiselle Forsham hors de la galerie qui s'effondrait derrière nous. Lorsque nous atteignîmes enfin la cour, la nuit était animée par les sirènes et les débris qui tombaient. Holmes se tourna une fois de plus vers les flammes qui léchèrent les fenêtres. « Les hommes de Fortescue ont détruit les preuves, Watson, mais pas la vérité. » Puis, sous le vacarme, un bruit faible mais distinct se fit entendre. Le cliquetis métallique du 12e pistolet qu'on armait à nouveau. Ce cliquetis nous paralysa sur place. Holmes saisit immédiatement le bras de mademoiselle Forsham et l'entraîna derrière l'ombre d'une statue renversée. La fumée flottait dans la cour en ruine, formant des volutes pâles dans le clair de lune. Un autre clic suivit, métallique, délibéré, plus proche cette fois. Holmes murmura. « Il est vivant. » Fortescue émergea de la brume, son manteau brûlé, le visage à moitié noirci par la suie, mais brûlant de rage. Dans sa main, le 12e pistolet brillait faiblement. « Vous auriez dû le laisser au feu, » dit-il d'une voix rauque. « Vous avez tout gâché. » La voix de Holmes était calme, presque compatissante. « Vous confondez ruine et révélation, colonel. La vérité brûle rarement aussi facilement. » « La vérité ?» Fortescue eut un rire amer. « Vous pensez que votre Yard osera inculper un homme qui a servi à Balaclava. Ils me traiteront de patriote avant de me traiter de voleur. » Holmes se déplaça légèrement vers sa gauche, se plaçant entre l'homme et la femme. « Et pourtant, vous vous tenez armé face à une jeune fille sans défense, une étrange définition du patriotisme. » Le pistolet vacilla légèrement. Les yeux de Fortescue brillaient d'une lueur qui ressemblait à du désespoir. « Vous ne comprenez pas. Cette carte, ce n'était pas un trésor, c'était des ordres scellés avant la retraite. Si elle avait été trouvée, elle aurait révélé que notre propre commandement avait commis une erreur, que des centaines de personnes étaient mortes à cause d'une erreur. Je l'ai enterrée pour protéger l'Angleterre, pas pour me protéger moi-même. » Pour la première fois, je ressentis un pincement de doute. Holmes, cependant, resta immobile, le léger craquement des gravats qui bougeaient, marquant chaque battement de cœur. « Alors vous auriez dû la publier, » dit-il doucement, « et laisser votre conscience réparer ce que votre lâcheté avait dissimulé. Au lieu de cela, vous avez tiré sur un homme qui ne cherchait que la preuve de l'honneur de son père. » Fortescue serra les mâchoires. Willoughby fouinait pour de l'argent. « Il fouinait pour la vérité, » corrigea Holmes, qui, comme toujours, s'avère plus dangereuse que l'or. Le colonel resserra son étreinte. Le pistolet se leva. Holmes baissa la voix jusqu'à murmurer. « Vous n'oserez pas tirer à nouveau, Fortescue. Ce pistolet a déjà parlé une fois, et il ne ment jamais deux fois. » L'homme fronça les sourcils. Quelle absurdité! Le regard de Holmes se posa sur l'arme. Vous oubliez que j'ai examiné sa chambre. La rayure intérieure présente une imperfection en spirale causée par la gravure du secret du canon. Le dernier tir a élargi cette imperfection. Si vous tirez à nouveau, la culasse explosera dans votre main. Fortescue hésita, jetant un coup d'œil au pistolet. Pendant un instant, le conflit assombrit son regard. Puis la fierté l'emporta sur la raison. « Je ne me laisserai pas juger par un détective indiscret. »« Alors par votre propre création, » murmura Holmes. Le coup de feu retentit. Une explosion de lumière éclata. Le pistolet vola en éclats, sa chambre se fendant dans un crissement métallique. Fortescue tituba, laissant tomber l'arme, le sang coulant de sa main. La moitié brisée roula sur les pavés, frappant le sol avec un craquement sourd qui sembla résonner dans toutes les voûtes du musée. Holmes attrapa l'homme qui s'effondrait par le bras.
Vous avez de la chance, dit-il gravement. La justice vous a laissé la vie sauve, ce qui est plus de clémence que vous n'en avez montré aux autres. Fortescue s'effondra contre le mur, la voix réduite à un murmure. « Vous allez me pendre pour trahison ?»« Non, » répondit Holmes, « pour meurtre, et pour avoir trahi un nom plus noble que le vôtre. » À ces mots, mademoiselle Forsham s'avança, tremblante mais résolue. « Vous avez fait du tort à mon père. » Le colonel leva les yeux, étourdi. « Votre père !» Forsham. Elle acquiesça. « Il a été votre bouc émissaire. Vous avez falsifié sa signature sur les ordres. Il est mort dans le déshonneur, tandis que vous viviez dans l'honneur. » Fortescue ferma les yeux. « Je n'avais pas le choix. » Le ton de Holmes était glacial. « Il y a toujours le choix, colonel, mais rarement le courage. » Il se tourna brusquement vers moi. « Watson, ligotez-lui les mains. Il vivra assez longtemps pour avouer. » Alors que je déchirais un morceau de mon mouchoir, Holmes se baissa pour ramasser le fragment brisé du pistolet. Son canon cassé révélait ce qu'il contenait. Un mince rouleau de vélin, brûlé sur les bords mais intact. Holmes le retira avec une grande délicatesse. Voici donc la carte qui a coûté 2 vies et failli en coûter une 3e. Observez la gravure. Watson, des coordonnées, des initiales et cette marque dans le coin. Je me penchai pour mieux voir. Une couronne et une étoile? L'emblème de l'artillerie royale, le sceau apposé sur les ordres qu'il a enterrés. Mademoiselle Forsham, votre père n'a pas volé la couronne, il a préservé son honneur à ses propres frais. Ses yeux se remplirent de larmes. Vous pouvez le prouver? Avec ceci, répondit simplement Holmes. Et avec les aveux du colonel, qu'il fera dès que sa conscience l'emportera sur sa fierté. Fortescue s'effondra, haletant. « Vous ne comprendrez jamais, » murmura-t-il. « Certaines vérités doivent rester enfouies, même pour le bien de l'Angleterre. » Holmes remit le parchemin dans sa poche. « Et pourtant, colonel, ce n'est jamais le cas. Elles craquent sous le poids des années, jusqu'à ce que des hommes comme moi les entendent. » Le bruit réapparut, faible et rythmé, comme le gémissement des poutres qui s'affaissaient au-dessus de leur tête. Holmes leva les yeux. « Ce plafond ne tiendra pas longtemps. Watson, aidez-moi à les sortir de là. » Nous avons à moitié porté Fortescue jusqu'à la porte de la cour. L'air était chargé de fumée et de cendres flottantes. Le feu dans la galerie faisait toujours rage. Chaque pas produisait ce craquement désormais familier du métal qui se tordait. Le motif était passé de présage à avertissement. Dehors, le froid de la nuit nous frappa violemment. Holmes remit le colonel aux agents qui envahissaient désormais la place. « Informez l'inspecteur Gregson, leur dit-il, que l'homme que vous emmenez est à la fois un meurtrier et un patriote. Il aura besoin d'un médecin et d'un confesseur. » Les agents acquiescèrent et emmenèrent Fortescue. Mademoiselle Forsham agrippa le bras de Holmes. « Vous m'avez sauvé, ainsi que la réputation de mon père. Je vous dois tout. » Holmes secoua la tête. « Vous ne me devez rien, mademoiselle Forsham. Vous devez à votre père la paix que méritait la vérité. Les morts dorment mal sous le poids du mensonge. » Elle leva les yeux, le visage pâle mais calme. « Et que va-t-il se passer maintenant ?» Les yeux de Holmes, toujours fixés sur les fenêtres sans feu, s'adoucirent. Maintenant, les cendres raconteront leur histoire. À l'aube, Scotland Yard passera au crible ce qui reste, et dans ces ruines, ils ne trouveront pas la honte, mais l'honneur restauré. Les poutres du toit craquèrent à nouveau, un dernier gémissement profond, comme le dernier souffle du bâtiment lui-même. Holmes se tourna vers moi. « Venez, Watson. Il n'y a plus rien à faire ici. » Nous reculâmes alors qu'une partie de la galerie s'effondrait vers l'intérieur, le feu illuminant brièvement la cour d'une lueur dorée. Au milieu de ce rugissement, un petit bruit cristallin se fit entendre.
la chute de la gâchette brisée du pistolet frappant la pierre. Holmes s'arrêta, à l'écoute. Le 12e pistolet a dit son dernier mot. Holmes resta immobile pendant plusieurs secondes, regardant les flammes s'éteindre en braise terne. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le faible cliquetis des pompiers au loin, et en dessous, le grincement doux et persistant de la porte en fer qui bougeait dans la brise froide. Dernier écho de notre motif, refusant toujours de se taire. Il se tourna soudain vers moi. « Watson, j'espère que vous avez toujours ce morceau de vélin que je vous ai remis tout à l'heure. » Je le lui tendis immédiatement. Holmes en examina les bords, l'encre désormais légèrement estompée par la chaleur. « Oui, » murmura-t-il. « Mais la carte est incomplète. Il y avait 2 marques à l'intérieur du canon. Celle-ci n'en montre qu'une. L'autre a brûlé avec l'arme. Alors, tout est perdu ?» Il secoua la tête. « Pas perdu, obscurci. Il y a toujours 2 facettes à la vérité, mon cher ami. Ce que les hommes enregistrent et ce dont ils se souviennent. La seconde facette réside, je pense, dans les souvenirs de Fortescue lui-même et dans sa peur de ce qu'elle signifie. » Avant que je puisse parler, un agent de police s'approcha. « Monsieur Holmes, le prisonnier vous demande. Il dit qu'il ne parlera qu'à vous avant qu'on l'emmène à Bow Street. » Holmes acquiesça gravement. « Faites-moi chemin. » Nous trouvâmes Fortescue assis sur un banc au bord de la place, sa main bandée reposant lourdement sur son genou. L'aube commençait à teinter l'horizon, transformant la fumée en ruban rose et cendré. Le colonel leva les yeux à notre approche. « Ainsi, dit-il d'une voix rauque, le célèbre Monsieur Holmes a remporté la victoire. Un nouveau scandale pour les journaux du matin. » Holmes le regarda fixement. « Je ne m'intéresse pas au scandale, seulement à la vérité. Dites-moi, colonel, où mène votre carte ?» Le regard de l'homme s'assombrit. « À rien de ce que vous pouvez imaginer. Vous penserez peut-être à un trésor ou à des preuves, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Elle mène à une fosse derrière les anciennes casernes de Sébastopol, une tranchée que nous avons scellée avant l'évacuation. À l'intérieur se trouve un coffre contenant des lettres, des dépêches, des rapports, tous portant la signature d'hommes qui ont failli à leur devoir et ont accusé Forcham pour se protéger. Mademoiselle Forcham, qui se tenait silencieusement à mes côtés, retint son souffle. Alors mon père était innocent, l'interrompit Fortescue avec amertume. Il transportait les ordres que j'avais falsifiés. Lorsque la vérité a menacé d'éclater, je l'ai enterré avec lui. Le ton de Holmes s'adoucit. Et pourtant, elle a éclaté ce soir. Le colonel regarda le musée en flammes. « Vous pensez que je le regrette ? Oui, mais pas pour lui, pour l'Angleterre. La vérité fera honte aux vivants, plus qu'elle ne réhabilitera les morts. » Holmes se croisa les bras. « Les vivants doivent apprendre l'humilité. Les morts, enfin, pourront reposer en paix. » Pendant un moment, personne ne parla. Puis le colonel dit doucement. « Vous allez leur dire, je suppose. Vous allez tout publier. » « Je dirai à Scotland Yard ce qu'il doit savoir, » répondit Holmes, « et Scotland Yard dira à la couronne ce qu'il ose. Le reste appartient à la conscience. » Fortescue eut un petit rire las. « La conscience. Vous croyez encore à une telle chose ?» Les yeux de Holmes brillèrent faiblement. « Oui, car je vis avec une. » Le colonel baissa la tête. Le bruit des bottes du policier sur les pavés rompit le silence. « Le temps est écoulé, monsieur. » Holmes inclina légèrement la tête. « Colonel Fortescue, il vous reste ce choix, mourir en menteur ou vivre comme un homme qui a enfin dit la vérité. » L'homme le regarda, une lueur imprévisible dans les yeux. « Et si je parle, qu'est-ce que cela changera ?» La voix de Holmes était à peine plus forte qu'un murmure. « Pour vous, peu de choses. Pour le nom de Forcham, tout. » Un long silence s'ensuivit.
Puis Fortescue soupira, les épaules affaissées. « Très bien. Je signerai une déclaration. La fille mérite au moins cela. » Holmes lui tendit la main. « Merci. Ce n'est pas l'absolution, mais c'est un début. » Le policier l'emmena. Le grincement rythmique du portail accompagna leur départ, régulier, mesuré, comme la fin d'une longue et pénible marche. Mademoiselle Forsham se tourna vers Holmes, la voix tremblante. « Vous m'avez rendu l'honneur de mon père. » Il la regarda avec douceur. « Votre père l'a mérité lui-même, mademoiselle Forsham. Je n'ai fait que dépoussiérer sa mémoire. » Elle fouilla dans son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans du lin. La petite plaque en laiton que nous avions trouvée plus tôt. « Alors prenez ceci. Cela appartient à l'affaire que vous avez résolue. » Holmes hésita, puis secoua la tête. « Non, madame, cela appartient à sa tombe. » Ses yeux brillaient d'une gratitude tranquille. « Vous parlez comme si vous le connaissiez. »« Dans un sens, oui, » répondit doucement Holmes. « Je connais le genre d'homme qui préfère supporter le déshonneur en silence, plutôt que de blesser la vérité. Ils sont rares, et l'Angleterre leur doit plus que des médailles. » Nous restâmes un moment à regarder l'aube se répandre sur les toits. Les pompiers avaient commencé leur travail. Le dernier sifflement de vapeur s'éleva là où les flammes rencontraient à l'eau. Holmes se tourna soudain vers moi. « Watson, notez l'heure, 5h30. Quand nous serons de retour à Baker Street, rappelez-moi de télégraphier à Mycroft. » « Votre frère ? » ?»« Qui d'autre ? Les archives de Lord Nance relèvent de sa compétence. Il vaut mieux que la vérité soit révélée de l'intérieur, plutôt que d'être tirée de l'extérieur. Mademoiselle Forsham semblait incertaine. Le permettront-ils ? Holmes sourit faiblement. Mycroft permet rarement quoi que ce soit, mais il arrange beaucoup de choses. À mesure que la lumière s'intensifiait, la cour révélait toute l'étendue des dégâts. Des éclats de verre scintillaient sur les pavés, et au milieu de tout cela gisait le reste déformé de la gâchette du pistolet, tordu, noirci et parfaitement immobile. Holmes se baissa, la toucha une fois avec son doigt ganté et murmura. « Chaque mécanisme a son utilité, même lorsqu'il est cassé. » Je dis doucement. « Vous parlez de plus que du métal. » Il me jeta un regard en coin. « Peut-être. » Nous avons commencé à marcher lentement vers Baker Street. Les rues étaient désertes, à l'exception des charrettes de lait et de quelques balayeurs occasionnels. La ville se réveillait, indifférente à l'agitation de la nuit. Pourtant, ce même son rythmique persistait, le grincement d'une enseigne lointaine qui se balançait dans la brise, régulier et implacable, comme si l'écho de l'affaire refusait de s'estomper. « Holmes, osai-je, vous ne m'avez pas répondu complètement hier soir. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette affaire dès le premier instant? Le télégramme, le mystère ou autre chose ?» Il sourit sans me regarder. « Le son, Watson, cette note faible qui se répète à travers les circonstances, le pouls d'une culpabilité cachée. Une fois que je l'entends, je ne peux m'empêcher de l'écouter jusqu'à ce qu'elle se taise. Et maintenant, dit-il. Il est presque silencieux. Presque, mais pas entièrement, car à cet instant, un grincement métallique aigu retentit derrière nous, distinct et indubitable. Holmes s'arrêta net, le visage assombri. « Watson, » dit-il doucement, « quelqu'un nous suit toujours. » Holmes s'arrêta si brusquement que je faillis lui rentrer dedans. Le faible grincement se fit entendre à nouveau, non pas dans la rue derrière nous, mais sur la gauche, où une ruelle étroite bifurquait vers le Strand. La lumière du matin avait à peine atteint ses profondeurs. C'était un couloir à demi-ombre et plein d'échos. Holmes leva légèrement la main. « Écartez-vous, Watson, » murmura-t-il. « Laissons notre ami croire que nous ne nous apercevons de rien. » Nous fîmes quelques pas, nos bottes frappant régulièrement les pavés. Derrière nous, le bruit nous suivait.
Ce même gémissement métallique, régulier comme une respiration, mais plus léger que celui d'une roue de voiture. Holmes murmura. Une semelle de bottes qui racle le fer. Un homme. Il croit imiter une boiterie. Je jetai un coup d'œil en arrière. La rue était vide, à l'exception d'un allumeur de réverbère qui éteignait les dernières lampes de sa tournée. Vous ne voulez sûrement pas dire, je veux dire, m'interrompit doucement Holmes, que notre capitaine des Balkans s'est remarquablement remis de ses blessures. Je retins mon souffle. Danilov, mais il a été emmené à l'hôpital sous bonne garde. Oui, ce qui signifie que l'homme derrière nous s'est échappé, ou qu'on l'a laissé s'échapper. Avant que je puisse répondre, Holmes fit brusquement demi-tour, se précipita dans la ruelle et disparut. Je le suivis, le cœur battant à tout rompre. La ruelle étroite sentait la suie et le métal froid. Une silhouette se tenait au fond, à demi tournée, puis s'enfuit. Holmes le poursuivit en silence, ses pas précis comme un métronome, chaque foulée répondant à ce grincement obsédant du fer sur la pierre. « Arrêtez !» criai-je, mais en vain. L'homme se précipita dans une cour, trébucha sur des débris et s'écroula contre une clôture. Holmes fut sur lui en un instant, lui tirant le col en arrière. C'était bien le capitaine Danilov, pâle, amaigri, mais bien vivant. Son bras était grossièrement bandé. Ses yeux brûlaient d'une lueur fiévreuse. « Ainsi, dit Holmes calmement, les morts marchent vite ces jours-ci. » Danilov ricana faiblement. « Ils m'ont laissé partir. Je leur ai tout dit. »« Tout ?» répéta Holmes. « Alors vous ne leur avez pas dit grand-chose. Je leur ai dit ce qui importait, que la fille avait le pistolet, que Fortescue était le meurtrier. Et vous avez omis de dire que vous aviez falsifié le télégramme qui a tout déclenché. Danilov se raidit. Vous ne pouvez pas le prouver. » La voix de Holmes était douce comme de la soie, mais dure comme l'acier. Vous avez utilisé l'appareil télégraphique de campagne de votre époque militaire, déguisé en relais civil. Le papier provenait des Balkans, votre région d'origine. Vous espériez m'attirer dans votre piège avant que Fortescue ne détruise les preuves, en jouant les deux camps l'un contre l'autre. Les lèvres du capitaine tremblèrent. Vous me croyez assez stupide pour vous attirer sur moi? Je vous crois assez désespéré pour semer le chaos autour de vous, rétorqua Holmes. Le trésor que vous recherchiez n'était pas de l'or, mais une revanche. Les secrets d'une guerre enterrée dans une tranchée que votre propre régiment avait aidé à creuser. Fortescue l'avait enterré pour la couronne. Vous le vouliez pour vous venger. Danilov éclata d'un rire amer. Pour me venger, pour rendre justice. Mes hommes sont morts sous les ordres des Anglais. Cette carte était ma preuve. Et maintenant, elle est brûlée. Le regard de Holmes s'adoucit, mais pas son ton. Et vous vouliez ajouter un autre cadavre à votre liste. Vous avez tiré sur Willoughby avant que Fortescue n'achève son forfait, dans l'espoir de le faire parler par la peur. Au lieu de cela, il est mort, entre vous deux, chacun accusant l'autre. Un duo de culpabilité, capitaine, composé dans des tonalités différentes, mais sur le même thème. La respiration de Danilov s'accéléra. Vous ne savez rien de la guerre. Au contraire, dit Holmes, je connais ses séquelles. Je les vois chez les hommes qui ne peuvent s'empêcher de tirer longtemps après la fin de la bataille. Le capitaine s'affaissa, ses forces l'abandonnant. Alors finissez-en, monsieur Holmes. Vous avez gagné. Holmes le regarda froidement. Il n'y a pas de victoire ici, seulement des survivants. Un sifflement lointain déchira l'air. L'appel d'un agent de police. Danilov se raidit, puis murmura « Pas de prison pour moi ». Avant que Holmes n'ait pu bouger, il sortit un petit revolver de son manteau. Le grincement du métal lorsque le chien fut armé me transperça comme un battement de cœur. « Arrêtez, mon vieux !» m'écriai-je. « Il n'y a plus d'honneur là-dedans. » Mais Holmes leva la main. « Attendez !
Le bras de Danilov tremblait. Sa voix était basse, rauque. « Quand ils me trouveront, ils me pendront pour 2 empires. Mieux vaut ça. » La voix de Holmes devint presque un murmure. « Alors, au moins, dites-lui, à mademoiselle Forsham, que son père n'était pas un voleur, qu'il est mort en homme honnête. » Danilov hésita. « Il était honnête, dit-il finalement. Trop honnête. Cela l'a tué aussi. » Le pistolet s'abaissa légèrement, mais ce retard d'une seconde causa sa perte. Les agents de police se précipitèrent depuis la rue, leurs bottes martelant les pavés. Danilov se retourna, surpris. Un coup de feu retentit, frappant le mur au-dessus de nous. Un autre suivit, et le capitaine s'effondra en avant, le revolver tombant avec un dernier grincement métallique qui résonna dans la ruelle comme un soupir mourant. Holmes s'agenouilla à côté de lui. Les yeux de l'homme clignèrent une fois, puis se fermèrent. « Ainsi s'achève la vie d'un autre soldat », murmura Holmes, terrassé par une guerre qui ne voulait pas mourir. Le policier salua maladroitement. « Il est fini, monsieur. » Holmes se releva en époussetant son manteau. « Il en a fini avec les mensonges, au moins. Emmenez-le au commissariat et marquez soigneusement son arme. Elle appartient au même lot que les autres. » Le policier fronça les sourcils. « Au même lot, monsieur ?» La voix de Holmes avait cette précision sèche que je connaissais trop bien. En effet, 12 pistolets, 12 hommes. Le 12e a parlé 3 fois. Une fois dans la tromperie, une fois dans la défense et une fois dans le désespoir. Je pense, Watson, que notre motif a trouvé son refrain complet. Je le regardais, perplexe. « Alors l'affaire est terminée ? » ?»« Presque, » dit-il doucement. « Il reste un dernier couplet. Le pourquoi de tout cela. Pourquoi une carte a-t-elle été gravée ? Pourquoi un homme comme Forsham a-t-il été injustement accusé ? Et pourquoi un soldat comme Danilov a-t-il cru pouvoir effacer le déshonneur par le feu ? Nous sommes retournés dans la rue. Les premières lueurs du matin frappaient les toits, dorant la fumée qui s'échappait du musée lointain. La ville commençait à s'animer, les laitiers criaient, les charrettes cliquetaient, les portes s'ouvraient. Mais au milieu de ce rythme vivant, on entendait à nouveau, faiblement mais distinctement, le grincement d'une enseigne tournant dans le vent. Holmes s'arrêta. « Vous l'entendez encore, Watson ?»« Oui, le même son qu'avant. » Il hocha la tête. « Alors l'histoire n'est pas encore terminée. » Une calèche passa, ses roues sifflant sur les pierres mouillées. Holmes la suivit des yeux. « Allons à Baker Street alors. Nous devons nous préparer à recevoir des visiteurs. Un de Scotland Yard et un autre, je suppose, de Whitehall. Et mademoiselle Forsham, elle aura la paix quand tout le reste aura été réglé. » Le motif sonore persistait, doux mais ininterrompu, comme une question attendant sa réponse finale. Nous arrivâmes à Baker Street, juste au moment où le soleil se glissait au-dessus des toits, peignant les fenêtres de l'or pâle du petit matin. Holmes parla peu pendant le trajet. Ses doigts tapotaient son genou à un rythme régulier, non par impatience, mais pour donner une forme audible à ses pensées. Même au repos, le léger grincement du siège de la calèche semblait se joindre à ce rythme, faisant écho à notre ancien motif comme un pendule, comptant les secondes jusqu'à la vérité. Madame Hudson nous accueillit à la porte, agitée mais soulagée. « Oh, monsieur Holmes, ils sont venus 2 fois ce matin. Des hommes de Scotland Yard et un autre monsieur qui n'a pas voulu donner son nom. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. » Holmes acquiesça. « Whitehall se présente rarement, » murmura-t-il. « Merci, madame Hudson. Du thé, s'il vous plaît. Et 2 tasses. Le visiteur ne restera pas assez longtemps pour 3. » Il se dirigea immédiatement vers son bureau, déroula le fragment de vélin et le lissa à côté d'une carte récente de la Crimée. « Watson, » dit-il, « observez ces fragments de coordonnées. Vous vous souvenez de la croix
et des chiffres gravés à l'intérieur du pistolet. Ils correspondent aux tranchées de Sébastopol, oui, mais ils s'arrêtent avant les lignes d'enterrement connues. Je me penchai pour mieux voir. Alors, la fosse dont parlait Fortescue n'était pas du tout le lieu d'inhumation, conclut Holmes calmement. C'était un leurre. Le véritable dépôt se trouve sous l'ancienne redoute d'artillerie, abandonnée à la fin du siège. Forcham devait être au courant de la supercherie et a caché les papiers ailleurs, laissant derrière lui la fausse carte de Fortescue. Mais pourquoi cacher la vérité alors qu'elle aurait pu le sauver? Le regard de Holmes s'est fait distant. Parce qu'un homme d'honneur préfère parfois mourir dans le mensonge plutôt que d'exposer les autres à la ruine. Forcham ne cherchait pas la vengeance, mais la protection, même pour ceux qui l'avaient trahi. Un coup à la porte l'interrompit. Sans y être invité, un homme grand et large d'épaules entra. Ses vêtements étaient simples, son visage impassible comme du marbre. Seul le faible éclat d'une chevalière en or trahissait son rang. « Mycroft » dit simplement Holmes. Son frère aîné inclina la tête. « Bonjour, Sherlock. Vous avez provoqué tout un remue-ménage. Un colonel arrêté, un agent étranger mort, et le bureau de l'artillerie en effervescence avec l'enquête. Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, » répondit Holmes. Mycroft prit le fauteuil et posa un dossier sur ses genoux. Le Premier ministre a été réveillé à 4 heures. Il m'a posé une question. Sherlock Holmes possède-t-il la carte? Holmes soutint son regard sans ciller. Je possède un fragment, et le reste, j'en suis sûr, est hors de portée de ceux qui ne sont pas aptes à s'en servir. Alors vous avez agi avec sagesse, dit Mycroft. Fortescue sera jugé discrètement. L'affaire ne sera pas portée devant le Parlement. Quant à la jeune fille, elle reste sous ma protection, intervint Holmes. Le nom de son père sera blanchi, mais elle ne sera pas exhibée pour des raisons de gratitude. La bouche de Mycroft esquissa ce qui pouvait être un signe d'approbation. Tu deviens diplomate avec l'âge, mon frère. Mais il reste un problème. La couronne préfère que les documents Forcham restent perdus. Ils révèlent des calculs désagréables, comme le nombre de vies sacrifiées pour protéger des réputations, demanda Holmes d'un ton sec. Mycroft expira. Exactement. Je ne le défends pas, je maintiens simplement l'ordre. Nous ne pouvons pas réécrire le passé chaque fois que la vérité frappe à la porte. Holmes se pencha en avant. Et pourtant, si la vérité frappe assez longtemps, même les portes de Whitehall finiront par grincer. Le motif sonore revint alors, comme s'il avait été invoqué, le faible gémissement du cadre de la fenêtre qui bougeait dans l'air matinal. Les yeux de Mycroft se tournèrent bâtins vers lui, indéchiffrables. « Je vois que tu cultives toujours la poésie. Seulement la justice, » répondit Holmes. « Elle partage parfois le même accent. » Mycroft se leva. « Alors tu ne feras rien d'irréfléchi ? » « Seulement des choses raisonnées, » dit Holmes. Son frère acquiesça brièvement. « Bien. Le rapport officiel indiquera que le feu a détruit toutes les preuves. Les aveux de Fortescue seront scellés. Ton nom, comme toujours, n'y figurera pas. Alors l'Angleterre dormira, et les morts continueront leur veille, » dit Holmes doucement. Mycroft s'arrêta à la porte. « Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Sherlock. Certains fantômes préfèrent le silence. » Holmes regarda derrière lui vers la fenêtre. « Le silence, murmura-t-il, n'est que le son qui précède les aveux. » Lorsque la porte se referma, la pièce sembla soudain plus petite. Holmes s'enfonça dans son fauteuil et joignit les doigts sous son menton. Le tic-tac de l'horloge de la cheminée se mêlait au léger craquement des planches, régulier et hypnotique. Je m'aventurais à dire « Vous n'allez pas laisser tomber. »« Laisser tomber ?» dit-il. « Non, Watson. Pas avant que l'honneur de son père soit publiquement rétabli. La prudence de Mycroft est politique. La mienne doit être morale.
On frappa à nouveau légèrement à la porte. Mademoiselle Forcham entra doucement, les yeux sombres et brillants malgré les cernes de fatigue. Elle tenait un journal plié. « Ils ont déjà annoncé sa mort, » dit-elle. « Fortescue, il parle d'un accident. » Holmes prit le journal, délicatement. C'est la première gentillesse que la presse ait montrée depuis des années. Elle le regarda d'un air implorant. « Et le nom de mon père ?»« En temps voulu, » lui assura Holmes. « Il y a des vérités qui doivent s'épanouir lentement si elles veulent survivre au gel de la bureaucratie. » Elle sourit faiblement. « Alors j'attendrai. » Il inclina la tête. « Vous lui rendez davantage hommage par votre patience que par vos protestations. » Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Holmes s'adoucit davantage. « Mademoiselle Forcham, une question. La nuit où vous êtes venue au musée, vous avez dit que quelqu'un vous avait averti que le pistolet cachait un danger. Qui vous a envoyé cet avertissement ?» Elle hésita. Une voix masculine au téléphone. Étrangère, peut-être. Il a seulement dit « Le 12e ne doit plus parler ». Holmes fronça les sourcils. « Étranger, alors ce n'était pas Fortescue ?»« Non, » murmura-t-elle. « Et je ne l'ai jamais réentendu. » Holmes se leva et se mit à faire les 100 pas. « Watson, voyez-vous le schéma qui se dessine ? Les informations dont disposait le capitaine Balkanic sont antérieures à notre télégramme. Quelqu'un de plus haut placé, quelqu'un qui reste dans l'ombre, a orchestré les deux camps pour détruire la carte avant que la vérité ne puisse éclater. Fortescue n'était qu'un pion. » Je sentis un frisson me parcourir. « Alors, ce n'est pas fini. » Il s'arrêta près de la fenêtre, le léger craquement du plancher sous ses talons résonnant comme le battant d'une porte invisible. « Non, » dit-il, « ce n'est pas fini, c'est simplement découvert. » Le vent matinal fit vibrer la vitre, faisant résonner la même note grave et profonde qui nous avait suivis depuis le premier télégramme, jusqu'à cette aube tranquille. Holmes tourna son visage vers elle, l'expression indéchiffrable. « Le 12e pistolet, » murmura-t-il, « a encore un coup à tirer, mais pas avec de la poudre ou du plomb, avec une révélation. » Holmes resta près de la fenêtre, la légère brise matinale agitant le rideau et transportant une fois de plus ce doux grincement métallique à travers la pièce. C'était comme si Londres, elle-même, expirait en guise d'avertissement. Son reflet vacillait dans la vitre, superposé au toit au-delà. « Le 12e pistolet », répéta-t-il, presque pour lui-même. Son coup a été entendu, mais pas son écho. Je me levai de ma chaise. « Holmes, cette affaire est sûrement terminée. Fortescue est en détention, Danilov est mort, et l'honneur de mademoiselle Forcham. Reste inconnu, m'interrompit-il brusquement. La justice chuchotée dans l'ombre n'est pas justice du tout. Il reste un esprit invisible qui a dirigé tous ses mouvements, comme une main sur la gâchette. Je veux savoir qui c'est. » Avant que je puisse parler, on frappa doucement à la porte. La voix de madame Hudson suivit. « Un monsieur souhaite vous voir. Monsieur Holmes. » Il dit venir du ministère des Affaires étrangères. L'expression de Holmes changea, non pas de surprise, mais d'inévitabilité. « Faites-le entrer. » Le visiteur entra avec l'aisance d'un diplomate. Costume gris, chapeau melon, yeux froids comme l'hiver. Il s'inclina légèrement. « Monsieur Holmes, je suis le sous-secrétaire Lansing. Je viens sur instruction de Whitehall pour récupérer un document que vous avez récemment obtenu. Une carte en parchemin d'importance militaire. » Holmes lui indiqua une chaise, mais ne lui proposa pas de thé. « Récupérer, dites-vous ? Un mot curieux. Vous sous-entendez une propriété qui n'existe pas. » Lansing sourit faiblement. « J'insinue la discrétion. La couronne apprécie vos services, monsieur Holmes. Mais cette affaire est délicate. Vous me remettrez la carte immédiatement. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Vous supposez que je la possède. » Le sourire de Lansing s'estompa. « Vous ne renoncez jamais aux preuves, monsieur Holmes. »
Le ministère des Affaires étrangères connaît bien vos méthodes. Holmes le regarda en silence, l'horloge tic-tacant entre eux comme un duel mesuré. « Dites-moi, monsieur, dit-il enfin, en quoi le ministère des Affaires étrangères est-il concerné par les affaires du bureau de l'artillerie? À moins, bien sûr, que la gravure originale n'ait pas été commandée à des fins stratégiques, mais pour la contrebande. » Lansing perdit son sang-froid. « Vous allez trop loin. »« Pas assez loin, » rétorqua Holmes. La gravure à l'intérieur du canon du pistolet était trop délicate pour être une simple carte. C'était un code qui ne codait pas des coordonnées, mais des comptes. Des paiements cachés acheminés par le biais de contrats militaires à la fin de la guerre. Fortescue a falsifié la fausse carte pour dissimuler le vol. Vous, monsieur Lansing, cherchez à enterrer le vrai code parce qu'il mène à votre département. Le masque de l'homme tomba complètement. Vous n'avez aucune preuve. Le ton de Holmes était glacial. Assez de preuves pour que les journaux du matin chantent votre nom. Voulons-nous le vérifier? Lansing se leva brusquement, sa main effleurant la poche où se dessinait la silhouette d'un revolver. « Vous allez me le remettre, » dit-il d'une voix basse, « ou vous ne verrez pas le jour se lever. » Holmes ne bougea pas. « Vous risquez beaucoup pour un parchemin, monsieur. Plus qu'un fonctionnaire ne devrait. » Le diplomate serra les mâchoires. « Pour la stabilité de cet empire, je risque tout. » À cet instant, le léger grincement retentit à nouveau, non pas depuis la fenêtre cette fois, mais depuis le plancher derrière le visiteur. Il se retourna brusquement. Le regard de Holmes se posa sur lui et sa voix claqua comme un coup de fouet. « Watson, la porte !» Je me précipitai en avant et la claquai alors que Lansing se retournait, son revolver à la main. Le coup de feu déchira l'air, frappant la bibliothèque à quelques centimètres de la tête de Holmes. L'écho résonna dans le salon comme un coup de tonnerre emprisonné dans une boîte. Holmes réagit plus vite que l'éclair. D'un seul bond, il se retrouva à côté de l'homme et lui tordit le bras vers le haut. L'arme tomba bruyamment sur le sol. « Vous avez mal compté vos pistolets, monsieur, » siffla Holmes. « Cela fait 13. » Ils luttèrent brièvement, avant que Lansing ne se libère, haletant. « Vous n'avez aucune autorité. »« J'ai une raison, » dit Holmes. « Elle prime sur l'autorité. » Il se tourna vers moi. « La carte, Watson. » Je la sortis de ma poche, le vélin plié portant encore une légère brûlure. Holmes l'étala sur le bureau devant le diplomate. « Lisez-la, si vous osez. » Les yeux de Lansing parcoururent rapidement les inscriptions, non pas des latitudes et des longitudes, mais des colonnes de lettres et de chiffres. Il pâlit. « Vous ne pouvez pas l'avoir déchiffrée. » Holmes esquissa un sourire. « Elle s'est déchiffrée toute seule. » Le motif gravé correspondait à une grille de substitution utilisée par le ministère de la Guerre en 1955. Chaque coordonnée correspond à un nom et à un compte. Dois-je lire le vôtre à haute voix? L'homme perdit tout son sang-froid. Vous pensez qu'ils vous croiront? Un détective privé contre le ministère des Affaires étrangères. Contre la corruption, dit Holmes, ils croiront tout ce qui leur semble vrai. Pendant un long moment, Lansing resta immobile. Puis, pris d'un désespoir soudain, il saisit la carte et la jeta dans le feu. Holmes fut plus rapide. Sa canne frappa le poignet de l'homme, envoyant le vélin tournoyer dans les airs. Je l'attrapai juste avant qu'il ne touche les flammes. « Assez, » dit Holmes calmement. « Votre empire de mensonges est terminé. » Lansing s'effondra dans son fauteuil, haletant. « Imbécile, vous avez détruit l'équilibre qui maintient ce pays debout. » Le ton de Holmes s'adoucit, presque las. « Non, monsieur, je l'ai simplement ramené vers l'honneur. L'Angleterre peut supporter la vérité. Elle ne peut supporter la pourriture. » L'homme enfouit son visage dans ses mains. Holmes se tourna vers moi.
Allez chercher l'inspecteur Gregson, dites-lui de venir en personne, et discrètement. » Lorsque je revins un quart d'heure plus tard, la pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge et du grincement omniprésent des planches qui craquaient. Lansing était assis, immobile, fixant le feu comme s'il était déjà condamné. Holmes se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le ciel pâle. « Un autre empire sauvé, Holmes ?» demandai-je doucement. Il secoua la tête. « Non, Watson. Simplement rappeler que le salut et la damnation portent souvent le même uniforme. » De la rue en contrebas venait le grondement d'un taxi et le bruit régulier de pas qui s'approchaient. Holmes redressa ses poignets. « Nos invités sont arrivés. Voyons si la vérité peut encore être escortée plutôt que traînée. » Alors que Gregson frappait à la porte, un léger grincement métallique se fit entendre, provenant du revolver posé sur la table. Le chien bougeait légèrement de lui-même. Holmes le regarda, puis me regarda. « Le dernier coup, Watson, » dit-il doucement. « Mais qui l'a tiré? L'homme, la justice ou le destin, reste à voir. » Gregson entra avec son mélange habituel de prudence et d'impatience, suivi de 2 agents de police. Ses bottes frappaient le plancher en bois avec un grincement sourd qui, pendant un instant étrange, sembla se joindre au rythme du même son qui nous avait suivis depuis le premier télégramme. Holmes fit signe sans cérémonie au diplomate assis. « Monsieur Lansing, du ministère des Affaires étrangères, » dit-il. « Vous constaterez que ces lettres de créance sont authentiques, mais que ses intentions ne le sont pas. Le parchemin posé sur le bureau contient des preuves de détournement de fonds sous sa supervision, codées dans la prétendue carte de Crimée. » Gregson haussa les sourcils. « Bon sang, Holmes, c'est... » « Officiel, » l'interrompit Holmes. « Procédez avec prudence. Vous ne trouverez pas de gratitude à Whitehall, mais vous verrez peut-être l'histoire changer d'un pouce. » Les agents s'avancèrent. Lansing ne fit aucun geste de résistance. Il semblait étrangement calme à présent, un léger sourire aux lèvres. « Vous pensez avoir gagné, » murmura-t-il à Holmes. « Mais la roue tourne lentement à Londres. Elle pourrait encore vous écraser. » Holmes le regarda froidement. « Alors je me considérerai comme faisant partie de son mécanisme. » Gregson s'éclaircit la gorge avec embarras. « Dois-je également emporter le parchemin, monsieur Holmes ? » « Vous pouvez en prendre une copie, » répondit Holmes. « L'original restera en ma possession jusqu'à ce que le gouvernement de Sa Majesté décide s'il préfère la vérité ou la commodité. » Gregson hésita, mais voyant le regard de Holmes, il renonça à protester. « Très bien. Venez, monsieur, » dit-il à Lansing. Alors qu'ils descendèrent les escaliers, le plancher émit un dernier grincement prolongé. Pas fort, mais résonnant, comme le soupir d'une chose ancienne emportée. Holmes attendit que le son s'estompe, puis se tourna vers le feu. Et ainsi, Watson, la boucle est bouclée. D'un télégramme sans adresse à des aveux sans remords. Je m'installai dans le fauteuil en face de lui. Vous me pardonnerez si je vous avoue une certaine mélancolie. Ces affaires, bien que résolues, se terminent rarement de manière claire. Il acquiesça distraitement. La vérité le fait rarement. Elle est comme la fumée. Elle doit d'abord piquer les yeux avant de purifier l'air. Pendant un long moment, il fixa les flammes. Le matin s'était intensifié dehors. Le bourdonnement des voitures et les voix lointaines s'infiltraient dans Baker Street, faibles mais familières. Le monde avait repris son indifférence. Holmes rompit le silence. « Vous entendez, Watson ?» J'écoutais. « Seulement la ville. »« Non, » dit-il doucement. « Écoutez plus attentivement. » Le grincement. En effet, il était là, faible, rythmique, tandis que la maison s'installait sous la chaleur du jour. Mais pour Holmes, c'était plus que du bois et des charnières. Je le voyais dans ses yeux. Il se pencha en arrière, les doigts joints sous le menton.
Ce bruit nous a suivis, Watson. Depuis la chaise, le portail, la roue de la voiture, le plancher. Toujours au moment précédant la révélation. C'est la plus petite annonce de conséquence au monde. Vous faites de la poésie avec les coïncidences, dis-je. Il sourit faiblement. Alors que ce soit de la poésie. Je trouve que c'est une meilleure consolation que le cynisme. Une pause, puis son ton changea. Plus calme, presque humain. Cela m'a rappelé que toute vérité, aussi cachée soit-elle, s'efforce d'être entendue. L'univers, mon cher ami, n'est pas silencieux. Il craque. Je ne pus m'empêcher de sourire. Et maintenant, je suppose que vous allez vous retirer pour la journée, après avoir rendu l'Angleterre plus sûre grâce à un demi-scandale. Plus sûre ? Répéta Holmes. Peut-être. Mais la sécurité est une compagne ennuyeuse. Non, Watson, je pense que je vais passer l'après-midi avec Stradivarius et la réflexion. Il prit son violon, dont la surface vernie reflétait la lumière. Alors qu'il accordait les cordes, ce même motif, grave, tendu et douloureux, commença à se tisser dans l'air. La mélodie semblait faire écho à tous les sons que nous avions entendus à travers la mallette. Le portail, la charnière, la chambre du pistolet. Tout se condensait en une seule note soutenue d'inévitabilité. Je regardais en silence. C'était dans ces moments-là que Holmes semblait le moins humain et le plus profond. Un esprit en communion avec l'abstraction, mais toujours lié par sa conscience. Au bout d'un moment, je me levai. Vous savez, Holmes, je me demande si Mlle Forsham apprendra un jour ce que vous avez fait pour elle. Il baissa son archet. Il vaut mieux qu'elle ne le sache pas. Vivre sans gratitude est une liberté en soi. L'honneur de son père est rétabli. Cela suffit. Et Lansing ? La justice s'occupera de lui, même si elle reniera peut-être plus tard son appétit. Il sera jugé discrètement, dans un endroit où les journaux n'arrivent pas sur les tables du petit déjeuner. Mycroft s'en chargera. J'ai expiré lentement. Alors l'affaire est terminée. Holmes m'a observé un instant. Pour moi, peut-être. Pour vous, Watson, cela devient un récit. Pour elle, un héritage. Pour l'Empire. Il marqua une pause, une pointe d'ironie dans la voix. Une vérité gênante à mettre de côté jusqu'à ce que le siècle prochain l'exige. Dehors, un fiacre passa en cliquetant. Le harnais du cheval émit un grincement familier qui semblait ponctuer ses paroles comme une signature. Holmes posa le violon et se pencha en avant, les yeux brillants dans la lumière du matin. « Vous allez l'enregistrer, bien sûr. »« Si vous me le permettez, » dis-je. Il sourit faiblement. « Vous le permettez ? Mon cher ami, vous êtes l'archiviste de la conscience, seulement. » Il fit un geste vers les braises qui couvaient dans la cheminée. Modifiez légèrement la fin. Laissez le monde croire que la justice a triomphé sans bavure. Il préfère la symétrie à la vérité. Et vous ? Je préfère la résonance. L'horloge sonna 9 heures. Le carillon clair et métallique se mêla étrangement à l'écho de la dernière corde du violon. Holmes se leva et se dirigea à nouveau vers la fenêtre. « Regardez, Watson. Le brouillard se lève. » Je suivis son regard. Le soleil matinal avait percé, dorant les toits d'une couleur ambrée pâle. Londres s'étendait à perte de vue, vaste et vivante, indifférente, mais éternelle. Holmes parla sans se retourner. Vous voyez, la ville oublie. Mais moi, je continue d'écouter. Et en effet, alors que le vent soufflait dans la rue étroite, je l'entendis. Ce même grincement lent, lointain mais indubitable, comme une charnière entre une vérité qui se referme et une autre qui s'ouvre. Holmes sourit faiblement, presque avec nostalgie. Le 12e pistolet a tiré son dernier coup, mais l'écho, Watson, l'écho ne cessera jamais.